Je vais laisser la parole à Madame Dreuillet pour sa présentation sur le rôle et les actions de l'INCa pour améliorer l'accès des patients aux essais cliniques. Ok, je vous remercie. Je vous remercie pour cette invitation. Donc, je vais vous parler du rôle et des actions de l'INCa pour améliorer l'accès des patients aux essais cliniques. Donc, je suis Caroline Dreuillet, je suis responsable du département recherche clinique à l'INCa. Alors, je voudrais commencer par vous faire un tout petit rappel institutionnel pour ceux qui ne connaissent pas franchement les missions et les actions de l'INCa. Donc, l'Institut national du cancer a été créé en 2005, et c'est l'agence nationale qui est en charge de coordonner l'ensemble des actions de lutte contre les cancers en France dans toutes ses dimensions. À la fois l'initiation et le soutien à la recherche et à l'innovation en cancérologie, en lançant des appels à projets et des appels en candidature qui peuvent être libres ou fléchés, l'amélioration de la prévention et la définition des stratégies de dépistage, le renforcement de la coordination de la prise en soins autour de la personne malade, donc que ce soit les parcours et tous les traitements, la réduction des inégalités d'accès aux traitements et enfin toute une partie concernant l'information des patients, des professionnels de santé et du grand public. Donc il y a vraiment une action de renforcer la coordination, de l'Institut national du cancer, avec pour objectif de faire reculer les cancers et améliorer la qualité de vie des patients touchés par les cancers. Donc tout cela est mis en place grâce à une stratégie décennale, qui, comme son nom l'indique, permet d'orienter le travail de l'INCa sur les 10 ans. Cette stratégie décennale a été mise en place en 2021 et fait suite à 3 premiers plans cancer qui avaient des orientations sur 5 ans. Le premier plan cancer ayant été mis en place en 2003 sous la présidence de Jacques Chirac, qui a vraiment impulsé la mise en place de l'Institut national du cancer. Donc ces orientations sur 10 ans permettent de mettre en place 234 mesures concrètes et stratégiques avec environ 1,74 milliard d'euros mobilisés sur 10 ans. En revanche, cette stratégie décennale a été élaborée avec une première feuille de route sur 5 ans, sur la période 2021-2025. Et on est actuellement sur une période charnière d'évaluation intermédiaire de l'ensemble des propositions qui ont été menées dans le cadre de la première feuille de route. Et nous définissons actuellement la deuxième feuille de route avec des actions qui seront plus resserrées pour la période 2026-2030. Cette stratégie décennale s'oriente selon 4 grands axes thématiques. Un premier axe dédié à l'amélioration de la prévention, un deuxième axe pour limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des patients, un troisième axe pour lutter contre les cancers de mauvais pronostic, et enfin un axe plus transversal pour s'assurer que les progrès bénéficient à tous. En termes de recherche clinique et d'accès aux essais cliniques, l'INCa mène annuellement une enquête auprès de l'ensemble des établissements de santé habilités à traiter les cancers. Et donc ce sont des chiffres déclaratifs, mais c'est quand même intéressant de pouvoir suivre ces éléments chiffrés depuis 2011. Et en 2023, il y a environ presque 65 000 patients qui sont inclus dans des essais cliniques en oncologie en France. Parmi ces 65 000 patients, à peu près 1 700 sont des enfants, 1 985 des adolescents et des jeunes adultes, et un peu plus de 4 000 sont des patients atteints de plus de 75 ans. Il est également intéressant de noter qu'environ 580 patients sont inclus dans les essais cliniques en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe et Réunion notamment. Il y a actuellement un peu plus de 800 essais cliniques en oncologie qui sont ouverts aux inclusions en France. Et on remarque que ce soit sur le territoire national, mais les chiffres sont assez similaires en Europe et dans le reste du monde. Un peu moins de 10% des patients participent à des essais cliniques, ce qui est peu. On est plutôt à l'ordre de 8%. Donc il y a vraiment un enjeu majeur d'accès à l'innovation, un enjeu à la fois éthique, également médical et sociétal. L'innovation thérapeutique, c'est à la fois découvrir de nouvelles molécules, mais c'est également garantir l'accessibilité des patients à toutes ces innovations thérapeutiques dans un cadre sécurisé, équitable et éthique.
En effet, les innovations thérapeutiques permettent une meilleure efficacité de traitement, mais également permettent de diminuer les effets secondaires des traitements, améliorer la qualité de vie des patients et avoir un profil personnalisé selon le patient. Donc tous les patients doivent pouvoir participer à des essais cliniques, quel que soit leur lieu de vie, leur âge, leur sexe ou leur type de cancer. Et c'est vraiment un des challenges de l'Institut national du cancer, de pouvoir faire en sorte d'améliorer l'équité dans l'accès aux essais cliniques, renforcer l'information pour les patients et pour les professionnels de santé, accompagner l'ensemble des professionnels et des patients vers l'orientation des essais ouverts au niveau local et territorial. Pour ce faire, l'INCa a plusieurs leviers permettant d'améliorer l'accès aux essais cliniques. Nous avons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une enquête annuelle de recherche clinique menée auprès de l'ensemble des établissements de santé. Donc vous voyez, les slides sont peut-être un petit peu petites, mais vous voyez que voilà, il y a une augmentation des patients inclus dans les essais cliniques, avec une grande majorité dans les essais académiques et une partie un petit peu plus faible dans les essais industriels. En ce qui concerne la répartition des patients inclus dans les essais cliniques, on retrouve une grande majorité des patients inclus dans des essais cliniques portés par les CHU et les CLCC, mais il y a également une part non négligeable dans les centres hospitaliers et les établissements de santé privés. Donc il y a aussi également un vrai challenge concernant l'adressage des patients dans les essais qui mettent en place les essais cliniques sur le territoire national. Nous avons également à l'INCa un registre national des essais cliniques ouvert sur le territoire national. Donc il est libre d'accès pour tous, vous pouvez vous y référer si besoin. Et il réfère l'ensemble des essais cliniques qui sont autorisés en France depuis la base du CTIS au niveau européen. L'autre levier dont dispose l'INCa est le levier de la recherche clinique, puisque l'INCa programme le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie, qui est le principal programme public de financement de la recherche clinique académique en cancérologie en France. Donc c'est un programme qui est financé par la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé, mais qui est opéré et programmé par l'Institut national du cancer. Le budget annuel de ce programme est d'environ 27 millions d'euros et l'objectif in fine est de modifier directement la prise en charge des patients. Donc nous avons fait un gros travail d'analyse depuis la période de 2011, puisque c'est là où nous avons des données chiffrées sur ce programme. Et nous avons un peu plus de 500 projets qui ont été financés depuis 2011, avec un budget global de 285 millions d'euros et un coût moyen par projet de quasiment 1 million d'euros. Donc on voit également un très gros investissement budgétaire et une augmentation du budget moyen par projet depuis quelques années, parce que le coût de la recherche. L'INCa a également mis en place différents programmes permettant d'améliorer l'accès aux essais cliniques, avec l'un des programmes phares qui est le programme Accès, qui est vraiment de mener un pont entre la recherche et le soin. C'est un programme qui a été lancé par l'Institut en 2013 dans le cadre du 2e plan cancer et qui permet d'améliorer l'accès précoce et sécurisé des patients à des thérapies ciblées innovantes. C'est un programme qui est destiné à des patients qui sont actuellement en impasse thérapeutique, notamment sur les cancers ou résistants, et qui permet aux patients à pouvoir bénéficier d'un médicament hors AMM qui est administré dans un cadre sécurisé. Donc le programme Accès incarne l'action de l'INCa pour faire tomber les barrières entre la recherche et le soin, entre l'innovation et la pratique clinique. Un second levier qui a été mis en place par l'INCa est le programme CLIP pour Centre labellisé INCa de phase précoce, qui est vraiment un pilier de l'accès à l'innovation. C'est un programme qui a été créé en 2010 dans le cadre du plan Cancer 2 et qui a pour volonté de structurer et de renforcer la recherche clinique de phase précoce en oncologie sur le territoire national.
Donc, comme vous le voyez sur la carte, les clips ont été relabellisés l'année dernière. Nous avons des clips, actuellement 19 clips qui sont à valence pédiatrique et à valence adulte sur l'ensemble du territoire national et qui permettent de tester de façon précoce des nouveaux médicaments, donc de phase 1 et 2, sur des centres d'expertise. Et l'objectif est vraiment d'accélérer l'entrée des innovations en pratique clinique courante. Donc les clips sont vraiment un levier stratégique qui permet de rapprocher les traitements expérimentaux des patients dans un cadre sécurisé, structuré et évidemment conforme aux standards internationaux. Nous n'oublions pas également l'accès des essais cliniques à nos compatriotes des territoires ultramarins, puisque ça fait partie d'un des objectifs de la stratégie décennale, d'offrir à tous les patients la possibilité de participer à des essais cliniques, y compris dans les Outre-mer. Donc nous avons un soutien de l'INCa à l'ouverture des centres investigateurs dans les Outre-mer, avec une phase pilote qui a été menée en 2019, permettant d'ouvrir 7 centres investigateurs dans les DOM, qui a été complétée en 2023 par une deuxième phase permettant d'ouvrir 10 centres complémentaires. Donc à l'heure actuelle, nous avons eu 17 centres ouverts dans les DOM permettant d'offrir à 50 patients l'inclusion dans des essais cliniques dans leur territoire. L'autre action menée par l'INCa est d'offrir un soutien au groupe UCOM, qui est le groupe Unité de coordination dans les Outre-mer, pour vraiment réduire les disparités d'accès aux soins en cancérologie dans les DOM et garantir l'accès à l'innovation et à la recherche pour ces patients. Ça permet d'aider à la structuration locale et à la mise en place d'actions pérennes et dynamiques pour permettre un accès équitable à la recherche clinique sur tout le territoire. Donc l'INCa mobilise l'ensemble des leviers complémentaires permettant d'améliorer l'accès des patients aux essais cliniques, que ce soit le financement de programmes, des actions de structuration, des actions d'information et de pilotage. Comme je vous le disais, dans le cadre de la définition de la deuxième feuille de route de la stratégie décennale, nous travaillons à la mise en place de programmes plus spécifiques permettant d'accélérer et de simplifier l'ouverture des essais cliniques en France, de renforcer la recherche clinique académique, de faciliter l'inclusion des patients éligibles dans les essais cliniques. Et nous avons un gros challenge concernant l'éligibilité des patients pédiatriques, mais des adolescents et des jeunes cancers, des adolescents et des jeunes adultes également. L'optimisation de l'accès aux innovations thérapeutiques et enfin, nous avons une vraie volonté d'impliquer les patients dans la recherche clinique, dans la co-construction de projets, parce que le patient doit être acteur de la recherche et de ses soins. Voilà, j'espère vous avoir fait un panorama certes succinct, mais je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations ou de questions, et vous pouvez évidemment m'envoyer un petit mail si besoin. Moi et mon équipe, nous essaierons de répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Droyer, pour votre présentation. Est-ce qu'il y a peut-être des questions parmi les participants? Vous pouvez utiliser soit le chat, soit du coup la fonction main levée. Oui, Fabienne. Merci beaucoup, Madame Droyer, pour cette présentation. Ça fait un bon récapitulatif. J'ai une question sur les Outre-mer, justement, parce que vous avez insisté sur ce sujet. Il y a 17 centres ouverts actuellement et 50 patients inclus. Donc, c'est des patients qui sont inclus dans leur propre territoire, c'est ça que j'ai compris. Et dans une des premières diapos, vous parliez de 850 patients inclus dans les Outre-mer. Donc, est-ce que ça veut dire que les autres sont inclus dans des essais cliniques en métropole et donc ils sont obligés de se déplacer, de traverser l'Atlantique pour pouvoir le passer? Je vous remercie pour votre question. C'est vrai que j'avais un temps un petit peu court, donc j'ai peut-être fait un raccourci. Alors, sur l'ensemble de l'enquête annuelle de recherche clinique menée par l'INCa, elle est menée auprès de l'ensemble des établissements de santé, donc également les CHU des Outre-mer. Donc, c'est eux qui nous déclarent leurs patients inclus dans les essais cliniques. La phase pilote que je vous ai présentée à la fin, c'est vraiment un programme spécifique à l'INCa pour permettre d'améliorer les inclusions des patients dans ces territoires. Donc, ce que l'on fait, en fait, c'est qu'on a sollicité des projets financés dans le cadre, par exemple, du PHRC Cancer ou du PHRIP, qui sont des programmes financés par la DGOS. Et on s'est dit, est-ce que certains de ces projets
pourrait ouvrir des centres investigateurs dans les territoires ultramarins. Et donc, ce financement complémentaire, ce sont ces projets qui sont menés actuellement sur les territoires nationaux qu'on a aidé à ouvrir dans les centres études marins. Donc, c'est complémentaire aux 850 en fait qui sont déjà dédiés. Et dans la question tout à fait intéressante, merci. Dans le même ordre d'idée, en fait, ce qui est peut-être intéressant et ce qui va aussi peut-être sous-tendre la présentation de cet après-midi, c'est la difficulté parfois, alors l'inclusion certes, mais parfois de la proximité des centres de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, on va... alors là, on a l'exemple de l'outre-mer qui est très très loin de la proximité, mais après, même dans nos territoires, dans nos régions, on peut avoir des patients qui pourraient bénéficier d'un essai clinique, mais si on n'a pas l'information de la proximité de l'essai, peut-être qu'on va renoncer, ou que le patient va renoncer, ou qu'on va lui proposer. Ça, pour le coup, c'est vraiment des points qui sont, je pense, à discuter vraiment et à faire remonter, parce que on peut avoir l'information que l'essai existe, le patient qui pourrait correspondre à l'essai, mais malheureusement, la distance qui est trop grande. Et aussi dans l'ordre d'idée, parce qu'un des chiffres qui m'a un petit peu... c'est toujours intéressant de voir ces chiffres comme ça dans ce type de présentation, parce que ça saute aux yeux. J'ai vu que vous parliez de 65 000 en gros patients inclus, avec seulement 4 000 patients de plus de 75 ans. Donc on a vraiment aussi... Et puis les enfants, bon, là c'est différent, parce que peut-être le dénominateur est moins important, heureusement, mais en termes de patients âgés, on est quand même aussi sur on voit qu'il y a des limites qui sont soit liées à la distance, soit liées même à l'offre d'essais cliniques, ou voire peut-être même à ce qu'on croit pouvoir proposer aux patients. Donc c'est toujours intéressant. Je trouve ces chiffres, la première diapo que vous avez présentée, c'est intéressant de l'avoir en tête et de se le garder sous le coude pour se dire qu'il y a encore pas mal de boulot, même si on essaye de faire au mieux. Je vous remercie pour ces questions. Je vous rejoins parfaitement. Il y a un vrai problème d'adressage des patients dans les essais cliniques. Enfin, c'est assez multifactoriel. Il y a à la fois trouver l'information, à la fois adresser les patients, à la fois avoir l'information en temps réel d'un essai qui est actuellement ouvert et qui ne va pas fermer. Donc, il y a des vrais challenges sur lesquels, effectivement, on travaille et c'est à la fois du soin, c'est à la fois de la recherche, c'est à la fois les réseaux et je pense que votre réseau et les réseaux régionaux ont une vraie plus-value à permettre l'orientation des patients dans les bons essais. Il y a un challenge pour les professionnels de santé parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître, tout savoir. Il y a un challenge sur les RCP de pouvoir orienter les patients si des essais cliniques sont ouverts dans des gros centres ou dans des plus petits centres, parce que je pense que les CH ont aussi une carte à jouer sur leur territoire. Donc il y a tous ces challenges-là, je vous rejoins parfaitement. Ce sont des choses qu'il faut qu'on travaille pour améliorer à la fois la fluidité de l'information et permettre que les patients ne soient pas puissent avoir accès à ces essais. Quant à la deuxième partie de votre question sur les personnes âgées, c'est effectivement dramatique. Il y a un vieillissement de la population et le cancer est une maladie du sujet âgé. Soyons clairs, c'est un vrai challenge de pouvoir avoir des essais multi-âges qui soient accessibles à la population adolescents, jeunes adultes et à la population âgée. Et c'est vrai que les chiffres sautent aux yeux, clairement. C'est absolument pas questionnable qu'on ait à peine 5000 patients âgés de plus de 75 ans dans les essais cliniques. C'est diminuer les chances. Donc, on a un vrai travail également à faire auprès des investigateurs, auprès des promoteurs, auprès du public et du privé pour pouvoir offrir à nos patients âgés la même conditions d'accès à des essais cliniques, naturellement. Et évidemment, les petits patients en pédiatrie, voilà, c'est un autre sujet, mais qui est majeur également et qui est plutôt bien couvert actuellement, même si on n'en fait jamais assez et jamais suffisamment. Mais je vous rejoins, c'est vraiment deux sujets très très importants. Merci beaucoup pour votre intervention.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Eh ben, on peut peut-être passer à la suite. Si vous avez des questions pour Madame Dreuillet, vous avez du coup les coordonnées dans le diaporama et sinon vous pouvez les faire passer par Oncopel, on pourra les faire remonter. Avec plaisir. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie structuration de la recherche clinique en cancérologie en Normandie et création d'Archimède. Alors, Pauline Radnac, coordinatrice de la recherche clinique, donc comme je vous l'ai dit au début, n'a pas pu être présente. Par contre, elle nous a enregistré donc une vidéo de présentation que je vais vous diffuser. Bonjour à tous, je suis Pauline Briand, je travaille à Onco-Normandie, donc le DSRC de Normandie. Et donc je suis là pour vous présenter donc notre projet structuration de la recherche clinique en cancérologie et la création d'Archimède qui va vous être présenté plus précisément après, il me semble. Donc en 2016, la DGOS a décidé de reverser les anciennes enveloppes EMRC, qui mobile de recherche clinique, vers les GIRC. Et donc le GIRC Nord-Ouest, qui regroupe la Normandie et les Hauts-de-France, donc en 2016, a décidé de lancer un appel à projet pour savoir comment utiliser ces fonds. C'est là qu'a été créé le projet START pour structuration de l'activité de recherche clinique en cancérologie, qui regroupe la Normandie et les Hauts-de-France. Et donc, les budgets ont été alloués par ex-région. Pour la Normandie, 2,3 ETP pour l'ex-Haute-Normandie et 2 ETP pour l'ex-Basse-Normandie. Suite à la fusion des régions et donc des DSRC, on a décidé de régionaliser le projet en 2021 en se fixant de nouveaux objectifs. Donc 10% des nouveaux patients atteints de cancer inclus dans une étude clinique, donc tout RIPH, donc c'est 10% de l'incidence en fait, et 10% des patients inclus en dehors des établissements de recours. Donc en Normandie, nous sommes 4 personnes qui représentent 3 ETP. Donc je suis en charge de la coordination régionale à 80%. Je suis accompagnée de Poppy Evenden à 20% sur la coordination régionale également. Et puis nous avons 2 ARC qui interviennent directement dans des établissements pour le soutien à l'investigation sur centre. Donc Alessandra Scagliarini intervient sur 2 établissements au Havre et Nadjet Benouaré intervient sur 2 établissements à Rouen et il y a également un temps de coordination avec notamment la mise à jour d'Archimède sur l'ex-Haute-Normandie. Donc, dans la région, nous avons 23 établissements qui sont partenaires du projet. Donc, ça regroupe les 2 CHU de Caen et de Rouen et les 2 centres de lutte contre le cancer, donc le centre François Baclès et le centre Henri Becquerel, plus plein d'établissements de proximité de différentes tailles. Et donc, nous avons un comité de pilotage constitué d'un représentant de chaque établissement. Donc, nos grandes actions. Donc, Archimède, je vais vous en parler plus par la suite. On fait aussi de la prospection d'essais à ouvrir qu'on propose aux plus petits établissements. On soutient la formation des professionnels, notamment on oriente en fait les professionnels de santé vers les formations aux bonnes pratiques cliniques. On organise également des ateliers pour les ARC, les TEC et les infirmières de recherche clinique pour leur apporter des connaissances médicales et scientifiques sur certaines thématiques. On participe au recueil des indicateurs d'inclusion sur centre et aussi les indicateurs d'adressage entre établissements. Donc, on soutient l'investigation sur centre via nos interventions directes dans certains établissements. Et puis, j'ai mis plutôt en bleu des actions qui sont venues se rajouter en fait à nos actions déjà existantes, mais puisqu'on a été sollicité en 2022 par l'ARS pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Donc, on a un sujet aussi sur l'accès aux analyses de biologie moléculaire. Et puis, donc, on a des outils d'adressage, en fait, des outils pour faciliter l'adressage de patients entre établissements pour essais cliniques. On développe actuellement une solution numérique pour faciliter cela. Et puis, il y avait également tout un axe autour du développement et de la promotion d'Archimède.
Donc Archimède, c'est notre répertoire d'essais cliniques de cancérologie. Il a été créé à l'initiative donc en Normandie en 2017. Il est actuellement développé par un prestataire informatique. C'est vrai qu'il a été développé initialement pour l'ex-Basse Normandie, mais en fait on a pu l'étendre à tous les territoires membres du projet du GIRC, donc toute la Normandie et les Hauts-de-France dès début 2018. Et donc on est très ravis d'accueillir les Pays de la Loire depuis quelques mois. Donc en Normandie, on fait une mise à jour hebdomadaire en fait du site. Il y a eu un gros travail de sensibilisation de l'ensemble des établissements partenaires du projet au tout début et d'identification aussi des acteurs, des personnes ressources en fait qui vont vraiment nous tenir au courant en temps et en heure des ouvertures et des fermetures d'études. Donc c'est vrai que ces acteurs-là, ils sont sensibilisés parce qu'ils y ont vu aussi de l'intérêt. Et donc aussitôt qu'il y a une ouverture, fermeture d'études, ils nous tiennent au courant. Et comme on fait une mise à jour hebdomadaire du site, et ben voilà, ça permet d'avoir un site, une base de données vraiment actuelle. Donc je pense que ça vous sera présenté après, mais on a la possibilité de s'abonner à une newsletter automatique en fait qui permet de recevoir un mail avec les ouvertures et fermetures d'études, quelles sont les actualités qui ont été publiées sur le site aussi, et s'il y a des arbres décisionnels d'essais cliniques qui sont mis à jour. Alors ça, je vais vous en parler aussi après parce que c'est propre à nos territoires. Donc ici, ce sont les outils de communication qu'on a développés pour vraiment encourager les professionnels de santé à avoir recours au site. C'est des outils qui ont été diffusés plutôt dans les RCP. Et donc les arbres décisionnels, donc c'est des documents qu'on a mis en place aussi dès 2018. C'était une forte demande aussi des professionnels de santé. D'avoir des documents où on puisse voir de façon très schématique, très visuelle et assez rapidement quels sont les essais cliniques ouverts à un instant T pour une spécialité. Donc là, par exemple, à droite, on a un arbre décisionnel de scénologie pour l'ex-Basse Normandie. Donc c'est vrai que pour les grosses spécialités de tumeurs solides, on a gardé des documents par ex-région, mais on s'est permis de faire des documents régionaux pour les tumeurs un petit peu plus rares. Et donc voilà, ça permet de voir, c'est vraiment le reflet de la base de données à chaque instant. Ça permet de voir en fonction de la situation thérapeutique quels sont les essais ouverts aux inclusions. Le professionnel de santé peut cliquer sur le titre de l'étude et ça ouvre la page Archimède de l'étude. Et donc les retours qu'on a, c'est que ce sont des documents très utilisés en RCP. En Normandie, on a aussi pu intégrer un lien vers Archimède dans le DCC. Donc, par exemple, ici, vous voyez une fiche RCP du DCC d'un patient. Et donc, à côté de la discussion, en fait, on a pu intégrer le petit logo Archimède qui est cliquable et qui permet d'ouvrir une page Archimède. On a travaillé ce lien de façon à ce que, en fait, certaines des informations reprises dans la fiche du patient puissent permettre de préfiltrer la recherche d'études dans Archimède. Donc là, par exemple, ça va préfiltrer sur la spécialité, la localisation de cancer, l'âge, le sexe et l'OMS du patient. Et pour certaines spécialités de cancer, on a pu ajouter aussi le filtre sur le stade de cancer, le stade de la maladie. Donc Archimède, si on prend quelques chiffres, donc c'est 18 000 sessions de consultation du site en 2024, à peu près 70 000 pages vues et ça fait une moyenne de 200 pages consultées chaque jour. Depuis début 2025, on peut proposer donc les applications mobiles. Archimède peut être téléchargé sur mobile en fait. Pour les appareils Android et Apple. Donc, n'hésitez pas à partager l'application, à télécharger l'application, pardon. Je vous remercie de votre attention. Je suis sûre que
L'équipe donc au Pays de la Loire répondra très bien à vos questions, mais si vous avez des questions un peu plus poussées, n'hésitez pas à m'adresser vos questions à mon adresse mail. Donc on voit pas la suite, c'est onconormandie.fr. Je vous remercie. Oui, Fabienne? Oui, alors je voulais poser une question à Pauline, j'avais oublié qu'elle était en vidéo. Ah. Non, c'est pas ça. Je voudrais juste préciser parce que je pense que dans la salle il y a beaucoup de personnes de la région Pays de la Loire. Donc deux petites choses importantes, trois même. La première, c'est que vous avez entendu Pauline parler au départ du GIRC, de la structuration de la recherche clinique en Normandie et Hauts-de-France. On n'a pas du tout la même organisation en Pays de la Loire, c'est-à-dire que nous, on avait, en tout cas, en Pays de la Loire, le réseau OncoPL, le DSAC OncoPL n'était pas porteur de l'équipe mobile de recherche clinique, ce qui était le cas en Normandie. Donc, on n'a pas les mêmes équipes constituées. Elle vous a présenté une équipe de presque 4 personnes avec 2 arcs et des chefs de projet. Donc ça, c'est voilà pour que vous puissiez comprendre un petit peu la différence. Et c'est aussi pour ça qu'ils se sont lancés depuis quelques années déjà sur cette thématique de la recherche clinique. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est effectivement, ça je crois qu'on va en parler après, nous on a rejoint Archimède parce qu'on a trouvé cette nouvelle solution, mais ça je crois que je laisserai parler Catherine et Mathilde là-dessus. Mais ça c'est vraiment pour les rejoindre parce qu'on trouve que leur outil était plutôt séduisant, pratique et il avait été testé par certains professionnels de la région. Et enfin, troisième point aussi, parce qu'elle parlait des arbres décisionnels, je crois qu'on en parlait un tout petit peu, pas beaucoup. Ce sont des arbres décisionnels de décision d'inscription, enfin de présence présentation dans un essai clinique. C'est bien un arbre décisionnel d'essai clinique, c'est-à-dire par rapport à tel ou tel signe clinique et telle ou telle information sur le patient, on va le proposer dans tel ou tel essai. Donc ça, il y a des arbres décisionnels qui sont disponibles sur Archimède. Pour l'instant, on les met pas en avant nous parce qu'on les a pas revus au niveau de la région, mais ça pourrait être quelque chose qu'on fasse euh, plus tard. Ouais, c'était trois petits points, comme je sais que Pauline ne peut pas répondre aux questions. C'était au moins trois informations que je voulais vous donner, mais vous avez peut-être d'autres questions à poser sur le sujet. Si vous avez des questions spécifiquement à poser sur Archimède, je pense que Mathilde saura répondre et même Catherine, mais c'était pour vous réexpliquer pourquoi on n'est pas exactement, on fonctionne pas exactement comme au Normandie pour la structuration du projet. Comme disait Fabienne, s'il y avait des questions pour Pauline, n'hésitez pas donc soit à lui envoyer directement, soit vous pouvez passer par Oncopel et on lui remontera également. Maintenant, je vais laisser du coup la parole à Catherine pour sa présentation sur l'utilisation d'Archimède en pratique clinique. Donc bonjour à tous, Catherine Igeza, je suis oncologue médicale à la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint-Nazaire et je vais vous parler de notre utilisation d'Archimède dans la pratique clinique quotidienne. Alors, la problématique initiale que nous nous sommes posée dans notre pratique, c'est qu'on a pas mal de besoins pour les patients, mais aussi pour le praticien. En ce qui concerne la recherche clinique pour le patient, bien évidemment, le premier besoin, c'est de favoriser son accès aux essais cliniques. Toutefois, dans le respect de leur qualité de vie, et une problématique dont on a un petit peu discuté précédemment pour les dom-tom, mais qui est aussi celle de toutes nos régions, c'est qu'il est aussi intéressant de pouvoir limiter les déplacements en privilégiant nos centres de proximité. Pour le praticien, la problématique qui se pose, c'est de disposer d'un accès simple, rapide et pertinent à l'information. Ça semble une phrase assez courte et simple, mais pour obtenir tous ces éléments-là, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut qu'il y ait une liste des essais cliniques existants, des informations minimales nécessaires sur ces essais cliniques, que cette liste soit bien actualisée et régulière, puisque les essais ouvrent et ferment, et parfois dans des proportions assez rapides en temps, des correspondants accessibles qu'il puisse solliciter rapidement si son patient peut être incluable dans un essai. Et donc tout cela, il faut que ce soit au moyen aussi d'un outil simple et ergonomique, puisque nous parlons de professionnels de santé qui ne sont pas des experts de l'informatique, et donc ils doivent pouvoir avoir un outil qu'ils puissent utiliser rapidement et qui ne nécessite pas une formation et une réactualisation régulière. Une fois que cette problématique est posée, la première chose qui s'est posée, c'est de se dire comment on fait au niveau local déjà, au niveau régional. Et on est parti d'un premier outil tout simple, en travaillant avec OncoPL, qui était en fait un simple fichier Excel des essais cliniques existants dans la région,
puisque vraiment la première chose qu'on s'est posée comme problématique, c'est voilà, on a des patients, il y a des essais cliniques et on se retrouve potentiellement à les envoyer, je ne sais pas, sur la région parisienne, alors que finalement l'essai clinique, il est dans la région d'à côté, même dans notre région, dans la ville d'à côté. Donc, on a créé un simple fichier Excel des essais cliniques existants dans la région. Donc, avantage très simple, menu déroulant, actualisation régulière, avec des informations minimales disponibles pour débuter une recherche d'essais cliniques. Mais très rapidement, on a été très limité dans l'utilisation de cet outil. Il était peu ergonomique. Le nombre d'informations pour les professionnels était limité. Il était peu évolutif. Un fichier Excel, ça reste peu évolutif. Et le module de recherche clinique, le module de recherche dans l'outil était assez limité. Or, les critères sont de plus en plus précis et pertinents pour permettre aux praticiens d'adresser pour de bons essais. Toutefois, cet outil a quand même répondu à une demande puisque initialement il a été créé dans l'organe digestif et puis finalement il a été très plébiscité par les praticiens et il a été étendu avec l'aide évidemment d'Oncoped qui a mis en place l'outil et qui nous a accompagnés à tous les autres organes, dermatologie, hémato, thorax, urologie, cénologie. Donc il répondait quand même à une demande même s'il était perfectible. Alors, voilà un petit peu à quoi ça représentait. Donc, c'était vraiment un simple fichier Excel avec un menu déroulant. On cliquait sur les différentes données existantes et on avait une visibilité déjà macro des différents essais existants avec, ce qui était très important, des correspondants que l'on pouvait joindre avec les coordonnées. Donc, c'était vraiment, ça a été très utile, assez simple et ça a permis de mettre la main quand même dans un début d'organisation pour que nos patients aient accès à des essais cliniques. On s'est rapidement rendu compte avec l'équipe d'Oncoped que l'évolution de l'outil était nécessaire, mais on était très attentif à ce que on puisse garder une simplicité d'utilisation, parce qu'il est très clair qu'un outil complexe, difficile, je le redis, nécessitant une formation pour les médecins ne sera pas utilisé. Le temps médical étant très restreint, on ne pourra pas demander ça à nos collègues. Mais on voulait plus d'ergonomie et on voulait aussi être très attentif à la notion de proximité régionale qui nous paraissait très importante, c'est-à-dire vraiment dans une première strate d'accession à l'essai clinique. La première strate, pour nous, elle devait rester régionale. Bien évidemment, si il n'y a pas d'accès à un essai régional, on passe à la strate suivante, c'est pas mutuellement exclusif, mais la première strate pour nous était prioritairement régionale. Et puis on était très attentif aussi à garder la notion d'actualisation régulière de l'outil pour qu'il reste pertinent, parce qu'un outil d'information sur les essais cliniques qui n'est pas pertinent, or on sait que les essais peuvent fermer et ouvrir parfois très rapidement, c'est du temps perdu pour les praticiens et surtout, ça ne met pas les praticiens dans une dynamique d'utiliser l'outil de façon régulière. S'ils se heurtent une fois, deux fois, ah ben non, l'essai est fermé, ben non, l'essai est fermé, ils ne retourneront clairement pas à l'outil. Je parle vraiment par expérience professionnelle. C'est à partir de là qu'en fait, l'équipe d'Oncoped nous a proposé de faire évoluer l'outil vers la solution Archimède que vous a présenté, qui vous a été présentée précédemment. Donc, une solution qui reste initialement donc régionale, c'est-à-dire avec une pertinence régionale, mais un outil beaucoup plus ergonomique, qui est plus simple d'utilisation, avec des réponses très rapides, mais aussi sur des critères précis, donc beaucoup plus ciblés sur ce qu'on recherche pour nos patients. Alors, quand est-ce que j'utilise cet outil? Bien, dans plusieurs situations différentes. Lors des RCP, une fois qu'on le maîtrise, c'est assez rapide et on peut l'utiliser lors des RCP pour avoir une première visibilité des essais existants. Alors, on ne va pas se plonger dans les détails de l'essai d'une RCP, mais on peut, en regardant assez rapidement, dire, ben voilà, il y a potentiellement tel essai qui est possible pour ce patient, au praticien qui présente le dossier en lui disant, mais va voir, c'est possible. Ça peut être aussi pendant la consultation, pour ceux qui utilisent pendant la consultation, ou avant, lorsqu'on est plutôt en amont et qu'on veut présenter ces dossiers, discuter de ces dossiers en amont. Donc, il y a plein de moments où on peut utiliser cet outil. C'est plutôt plébiscité dans notre centre lors des RCP, où vraiment on ouvre l'outil, à la page internet de l'outil, comme ça on a à disposition et on jette un coup d'œil lorsqu'on discute des patients. Et je reconnais que je suis assez intéressée par le fait qu'il puisse y avoir un lien dans le DCC, on en reparlera, mais ça m'intéresse. Voilà. Donc, bien évidemment, d'autres outils existent. Les outils nationaux sont tout à fait complémentaires, et notamment un outil qu'on utilise assez souvent maintenant au niveau des praticiens, c'est Kineo. Or, il a une ergonomie qui est totalement identique à Archimède, donc ça
déstabilise pas les collègues, ce qui est très bien aussi. Donc, la première utilisation d'outils, elle est régionale. J'insiste, c'est important, mais ça n'exclut pas de pouvoir ensuite étendre la recherche sur le national en fonction des besoins des patients et de ce dont on dispose comme essai. Alors, j'ai ouvert sur mon ordinateur, je vais essayer de partager mon écran pour vous faire une démo très rapide pour vous montrer que c'est quand même assez simple d'utilisation. Donc, c'est assez simple, en fait, ça se présente comme ça j'ai inscrit le lien directement dans mes liens. Et donc, à partir de là, eh bien, partons sur un organe digestif, puisque c'est ma spécialité. Je recherche quelque chose, un essai pour une tumeur de l'estomac. Je peux préciser la situation thérapeutique si par exemple je suis dans un stade métastatique. Et on peut même préciser la ligne de traitement. Et ensuite, on lance une recherche. Et voilà, on va avoir des essais qui s'affichent avec déjà une information minimale. Et ensuite, si on va avoir plus d'informations, on peut aller dans les détails, avec vraiment les détails d'inclusion des essais. Et sur l'information minimale, ce qui est important, c'est les correspondants, les personnes à joindre par mail ou par téléphone pour pouvoir dire, voilà, il y a un essai à cet endroit-là et pouvoir les appeler en disant, est-ce que je peux vous adresser mon patient ? Donc, comme vous voyez, c'est très rapide, c'est assez ergonomique, on a les informations. Ce qui est très important, c'est le soutien qu'on a au niveau d'OPL sur l'actualisation, puisqu'ils sont vraiment au taquet pour joindre les différents centres et les intervenants des différents centres pour avoir des actualisations des essais très régulières, ce qui nous permet d'avoir un outil sécurisant, dont on sait que quand on va avoir la fiche d'un essai, l'essai il est ouvert, il est disponible. Et les équipes d'OPL actualisent à la fois si les essais sont ouverts ou fermés, mais aussi les correspondants. Donc voilà, on part pas sur des liens où on se retrouve à téléphoner à 3 personnes différentes. Pour avoir eu l'expérience dans un autre centre cette semaine, au bout du 4e coup de fil pour trouver la bonne personne qui fait l'essai, c'est très usant et on finit par lâcher l'affaire en fait. Voilà. Et là, c'est pas du tout le cas et donc c'est vraiment très intéressant. En tout cas pour le praticien que je suis au quotidien, ça me rend beaucoup de service. Voilà. Merci beaucoup Catherine pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Fabienne. C'est pas une question, mais je veux juste faire une remarque. Alors, merci Catherine pour ta présentation et pour ce que tu dis sur Oncopel. Je pense que revenir aussi au point de départ, puisque c'était toi qui avais été à l'origine avec les oncologues digestifs de la région sur cette demande. Et ce qu'on avait entendu vraiment, et on reparle de proximité, c'était l'annuaire minimal. Ce qui était intéressant pour vous, c'est d'avoir des coordonnées et des noms de vraies personnes avec des vrais numéros de téléphone ou des vrais mails. Et c'était ça qu'on avait essayé de faire dans le fichier Excel que tu as montré au départ. Et vraiment, au bout d'un an de ce fichier Excel, où on a vu que la mayonnaise commençait à prendre, malgré le fait que ce soit un pauvre fichier Excel, alors on est parti sur une solution à la fois plus ergonomique, plus moderne, mais on a les deux marqueurs importants, c'est-à-dire on peut l'utiliser en format minimaliste, c'est-à-dire juste avoir les coordonnées, et comme tu l'as montré sur la dernière page avec le nom des médecins, le nom de l'arc, le numéro de téléphone et le fait que l'essai soit ouvert ou pas. Et puis, cliquer sur une partie un peu plus, un autre bouton qui permet d'avoir plus d'informations sur l'essai. Je crois que c'était important parce que tout à l'heure, Madame Droyer parlait de l'annuaire qui est sur le site national de l'INCa. Et je pense que c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Je pense que ce qui est important pour les praticiens, en tout cas la demande qu'il y avait dans notre région, c'était de vraiment savoir si l'essai ne serait pas ouvert par hasard dans l'établissement du bout de la rue. J'entends par là que souvent, quand on part sur les essais cliniques, on a souvent tendance à imaginer que les essais vont être dans les CHU, dans le CLCC, ce qui est normal. Or, on a déjà le cas de figure d'avoir des patients. On avait même la petite anecdote qu'on nous avait racontée aux journées d'Oncopel il y a 2 ans, du patient qui est au CHU et l'essai n'est pas ouvert au CHU et on l'envoie dans un autre CHU d'une autre région, alors que cet essai était ouvert dans un établissement privé de l'autre côté de la Loire, dans la même ville. Donc ça, c'était vraiment pour répondre à cette demande et cette notion de l'échelon régional. Elle n'est pas pour dire on veut pas envoyer les patients dans les autres grandes villes, mais si l'essai est là dans la région, alors il faut le savoir et vite. Or, souvent dans les grands annuaires nationaux comme celui par exemple sur le site de l'INCa, en termes d'ergonomie, lorsqu'on trouve l'essai, les premiers noms qu'on voit, c'est les noms des investigateurs, des promoteurs, des investigateurs principaux,
qui peuvent parfois être à Lyon, à Nice. Donc, il faut scroller, filtrer, etc. Et comme le disait Catherine, lorsque on utilise les annuaires, par exemple en RCP, c'est pas le moment où on a envie de scroller dans tous les sens, mais plutôt de vite se dire, et en plus, c'est des noms qu'on connaît, donc c'est se dire, ah bah oui, c'est un tel ou une telle, je la connais, je le connais, et je vais l'appeler très vite pour savoir s'il essaie. Donc voilà, c'est pas pour dire que les annuaires nationaux ou les annuaires portés par exemple par l'INCa sont pas de qualité, c'est pas le problème, c'est peut-être ce qu'on recherche. C'est pour ça que nous on avait appelé ça accès rapide au départ. Ce qu'on recherche, je pense, en pratique clinique au début, c'est y a-t-il un essai, est-il ouvert et qui je peux contacter avant d'aller plus loin. Oui, Mme Droyer, je pense que vous vouliez réagir peut-être. Oui, c'était pour vous dire que je pense que je vous rejoins parfaitement. Ce sont des sujets qui sont complémentaires, des actions qui sont complémentaires. Elles sont pas mutuellement exclusives et je pense qu'avoir un registre national est important, mais les initiatives locales sont extrêmement importantes pour pouvoir bien orienter le patient au niveau local. C'est un peu l'idée par rapport aux essais cliniques dont il pourrait bénéficier. Donc voilà, pour moi, j'ai pas du tout de sujet et c'est évidemment indispensable d'avoir cette complémentarité à la fois au niveau régional, mais au niveau national, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Moi, je me demandais, c'est tous les essais thérapeutiques de 1 à 3 qui sont mis dedans? Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de hiérarchisation entre les essais de phase 1 ou des essais de phase 3. Tous les essais disponibles dans la région sont dedans. D'accord. Et que ce thérapeutique, tout ce qui pourrait être base observatoire, par contre, c'est pas dedans. Alors, les cohortes observationnelles sont dedans. D'accord. Les bases observatoires, je ne pense pas. Mais tout ce qui est cohorte, comme ça rentre aussi dans le cadre d'essai, elles sont dedans. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Sinon, si pareil, n'hésitez pas, Catherine, si tu voudras bien prendre des questions peut-être après, si on a par mail qui arrive, qu'on puisse te les transmettre. Aucun problème. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Et ben, on va pouvoir continuer et on va pouvoir du coup terminer sur le déploiement d'Archimède en Pays de la Loire. Donc vous faire un peu un point d'étape et vous partager donc les perspectives de ce projet. Donc je vais laisser la parole à Patricia qui va commencer. Bonjour à tous, je suis Patricia Madiane, chef de projet en Copel. Je vais vous parler du déploiement d'Archimède en région Pays de la Loire. Alors, tout a commencé en décembre 2024 où nous avons fait le choix de rejoindre Archimède, Et ce choix a été motivé par plusieurs raisons, notamment par le fait que l'outil était déjà développé par un DCRC comme le nôtre et utilisé par Onco Normandie. Avec ces DCRC, nous avons une mission similaire qui est de favoriser la lisibilité régionale des essais cliniques ouverts. Également par le fait que c'est un outil ergonomique et simple d'utilisation. Avec son moteur de recherche multicritères, on peut facilement basculer d'une région à une autre ou d'une spécialité à une autre dans la recherche, ce qui est assez pratique et permet de gagner du temps. C'est un outil qui permet de centraliser des informations, ce qui favorise une meilleure visibilité des essais cliniques ouverts pour les professionnels de santé. Et ça offre une grande capacité d'information qu'on peut y renseigner, ce qui n'était pas le cas avec les fichiers Excel qu'on utilisait. Et également parce que c'est un outil évolutif qui peut être adapté aux besoins futurs. Alors, à ce jour, nous avons 5 spécialités qui sont renseignées dans Archimède pour notre région. Il y a les organes digestifs avec 41 essais ouverts, les organes respiratoires et intrathoraciques avec 63 essais cliniques, la scénologie avec 29 essais, l'urologie avec 30 et la dermatologie avec 13 essais. Alors, comment on procède? C'est qu'au fur et à mesure qu'on rentre des informations dans Archimède, on supprime les fichiers Excel qui sont sur notre site internet Oncopel. Alors, je vais faire une petite démo. Voilà, lorsqu'on essaie de se connecter sur notre page site internet Oncopel, on tombe directement sur cette information comme quoi que les essais cliniques en digestif thoracique, urologie, dermato sont disponibles dans Archimède. Et là, on ne voit que le fichier Excel hémato qui n'est pas encore renseigné dans Archimède. Et pour avoir accès à toutes ces informations dans Archimède, on a juste à cliquer sur ces liens-là, le lien vert, voilà. Et voilà, on a accès, on peut voir tous les essais cliniques ouverts en région Pays de la Loire dans Archimède. Alors, c'est beaucoup plus pratique, comme je disais, par rapport au fichier Excel qui était utilisé avant. Alors, je vais passer la parole à ma collègue
pour la suite. Donc au niveau de la méthodologie de travail, alors pour les annuaires qui étaient en fichier Excel, on avait déjà des groupes de travail qui étaient constitués. Donc c'est des binômes à chaque fois composés d'un médecin référent et d'un ARC par établissement investigateur. Donc on a recontacté tous ces groupes de travail pour leur expliquer ce qu'était Archimède, leur proposer du coup d'adopter ce nouvel outil, leur expliquer le nouveau processus de travail qui allait être fortement allégé par rapport à la charge de mise à jour des fichiers Excel. Donc on s'est assuré bien sûr de la validité des essais qui étaient renseignés dans les fichiers Excel pour ensuite pouvoir les renseigner tous dans Archimède. Donc tout ce travail de renseignement, il a été fait au sein de mon COPL par deux chefs de projet, donc Patricia et moi-même. Et ils ont été validés après par les ARC. Une fois renseignés, on leur demande donc de s'assurer de la validité des informations saisies dans Archimède. Et pour la procédure d'actualisation, donc nous, c'est une actualisation mensuelle. Tous les mois, on va revenir vers les ARC référents par mail en leur indiquant un lien vers les essais cliniques de leur établissement directement sur Archimède pour qu'ils puissent aller vérifier si les informations sont bien toujours à jour. Donc nous informer sur soit l'ajout d'un essai, une suppression, la mise à jour d'un contact ou autre. C'est Oncopel qui va ensuite effectuer les modifications. Sachant que du coup le passage à Archimède, ça a quand même considérablement allégé le processus d'actualisation, puisqu'avant les ARC devaient se rendre sur le site internet d'OncOPL, télécharger le fichier, renseigner manuellement les différentes informations. Là maintenant, ce qu'on demande comme information minimum, ça va être le nom de l'essai, le nom du médecin référent, et les coordonnées de l'ARC référent. Donc tout ça, ça peut tenir dans un mail, il n'y a plus besoin de remplir un fichier ou autre. Et bien sûr, on va pas s'arrêter aux fichiers Excel qui étaient déjà constitués. On veut créer de nouveaux groupes de travail pour pouvoir donc couvrir l'ensemble des organes. Donc, ce qu'on fait pour chaque création de groupe de travail, on recontacte les ARC et ou médecins des groupes qui sont déjà constitués pour qu'ils puissent nous donner les coordonnées de leurs collègues des différentes spécialités. On organise une réunion de lancement, présentation d'Archimède et des procédures. Et le groupe de travail nous transmet la liste des essais cliniques avec le nom de l'essai, si possible le NTC, le nom du médecin référent, les coordonnées de l'ARC référent ou l'adresse générique du service. Et donc c'est comme ça qu'on procède à chaque ajout d'organes au sein de l'annuaire. Et pour ce qui est de la communication, après la saisie de chaque donnée, dans chaque organe de spécialité dans Archimède, on revient vers le groupe de travail, binôme ARC médecin référent, avec un mail contenant un lien d'accès à Archimède pour qu'ils puissent vérifier que les informations que nous avons renseignées sont bien correctes, qu'ils puissent les valider et à leur tour également diffuser l'information auprès de leurs collègues. Nous communiquons également sur les réseaux, sur notre site internet Oncopel et sur notre page LinkedIn. Et nous informons également aux responsables de RCP que les essais cliniques de telle spécialité sont renseignés dans Archimède pour qu'on puisse eux aussi relayer l'information. En dehors de cela, nous communiquons régulièrement également sur les avancées sur Archimède lors de nos journées en COPEL, lors des instances comme l'Assemblée générale ou encore le conseil d'administration, lors de webinaires comme aujourd'hui et lors de congrès. Il y a une communication qui est prévue. Nous allons faire une communication orale lors du prochain CNRC qui aura lieu le 2 ou 3 octobre à Angers sur Archimède. Et enfin, concernant donc les perspectives du projet, donc comme je vous disais, le but c'est de vraiment renseigner tous les essais cliniques en cancérologie qui sont ouverts en Pays de la Loire et de renseigner des essais cliniques toutes catégories confondues parce que pour le moment on a majoritairement des chimiothérapies qui sont renseignées, un peu de radiothérapie notamment pour je pense à la prostate. Mais c'est vrai que tous les essais en chirurgie ou les soins de support ne sont pas encore renseignés. Donc ça, c'est également prévu à court terme. Et ensuite, on souhaitait exploiter donc les autres fonctionnalités d'Archimède, donc comme l'avait décrit Pauline, créer des arbres décisionnels d'inclusion dans les essais cliniques. Et on a également la possibilité de créer une fiche d'adressage et un schéma décisionnel d'adressage. Donc ça, c'est un par région. Donc là, il faudrait qu'on crée des sous-groupes de travail parmi nos groupes de travail régionaux pour travailler sur cette nouvelle fonctionnalité. D'ailleurs, je profite du coup de ce webinaire. Je sais qu'il y a pas mal d'ARC. Là, on va commencer du coup à créer de nouveaux groupes de travail pour couvrir d'autres spécialités. Donc, si c'est un projet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées
ou à nous contacter par mail pour qu'on puisse vous intégrer donc dans ces futurs groupes de travail. Je pense par exemple à l'ORL qui normalement sera la prochaine spécialité couverte par l'annuaire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Mathilde, je vais reprendre la parole, alors j'arrête pas de parler. C'est pas une question, hein, c'est vraiment pour remercier effectivement les binômes dont vous avez parlé, ARC et médecins de tous ces centres. Parce que la particularité que vous avez pu comprendre, c'est qu'on s'appuie vraiment sur ces binômes pour que les essais soient à jour, comme le disait Catherine. Et donc, dans la méthodologie que vous avez présentée, Mathilde, il y a vraiment un engagement de ces binômes médecins et ARC. Ils l'avaient déjà fait pour les fichiers Excel, ils le font encore dans le cadre d'Archimède, de façon à ce qu'on puisse remonter l'information pour que les bases soient à jour. Et l'autre point important, c'est ça va aussi en le disant avec la présentation de Pauline Briand tout à l'heure, c'est le fait que on partage maintenant aussi des informations avec Normandie et puis Hauts-de-France. Donc, quand un essai a déjà été ouvert en Normandie et qui vient d'ouvrir en Pays de la Loire, en fait, le seul travail, entre guillemets, mais c'est déjà ça, c'est d'aller taguer les établissements et les services qui l'ont ouvert dans notre région. Donc, c'est aussi mutualiser de l'information entre les réseaux. Sinon, ce serait juste un outil. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si un essai qui est ouvert en Pays de la Loire et qui n'est pas encore ouvert en Normandie, la Normandie pourra aussi en bénéficier. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir une base comme ça qui nous permet de partager des informations sur le contenu de ces essais. C'était les deux petits points que je voulais souligner. L'intérêt de travailler en inter-région, en inter-DSRC, et c'est ce que disait Patricia tout à l'heure, c'est ce travail, entre guillemets, en lien entre régions qu'on va pouvoir présenter lors du congrès en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Et sinon, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie à tous pour votre présence, aux intervenantes pour vos présentations. N'hésitez pas s'il y a des questions, donc que ce soit pour les intervenants ou pour OncoPL, à nous les adresser par mail. Et donc il y aura un replay qui sera disponible dans les prochaines semaines sur le site internet d'OncoPL, donc vous en serez bien sûr informés. Et je vous remercie à tous donc pour votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée.